On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de développement social parce que dorénavant, le service des loisirs et bibliothèques, qui va porter le nom également du développement social, va s'occuper des organismes dans le milieu. Bref, on va en parler dans quelques instants avec Mario Bastien de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, il est dans le top 3 des meilleurs conseillers financiers et en assurance au Québec chez les moins de 40 ans et il s'appelle Francis Frappier. Parlons de services financiers, c'est très élargi aujourd'hui. Ça inclut les assurances et d'autres types de produits. Et probablement, on est aussi dans un moment de l'année où vous avez probablement réglé vos REER il n'y a pas très, très longtemps, mais en même temps aussi les assurances, il faut penser à ça à tout moment de notre vie. Et il y a des gens dans notre région pour qui c'est le métier, mais il y en a qui, dans certains cas, s'illustrent peut-être un peu plus que d'autres, dans certaines tranches d'âge également. Il figure actuellement dans le top 3 des meilleurs conseillers dans la catégorie des 40 ans et moins. Il a même fondé sa propre entreprise en services financiers. Il s'agit de Francis Frappier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment on devient dans le top 3 des meilleurs conseillers? Il y a un jury qui est composé, cette année, qui était composé de 7 personnes qui évalue la candidature et qui nous nomme dans le top 3, aussi simple que ça. Donc, c'est pas moi qui décide, c'est vraiment un jury qui juge et qui... Bon. Si on y va plus précisément, selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on vous a choisi? En réalité, les raisons sur lesquelles on appliquait, c'était qu'est-ce qu'on a fait pour l'industrie, qu'est-ce qu'on a fait pour notre société. Ça, c'était dans les questions également. On avait justement le background de qui qu'on était, bien entendu, pour nous, pour nos clients, mais il y avait un sens plus large également qui était justement toute l'industrie. Qu'est-ce qu'on fait pour d'autres, pas juste moi pour mes clients, mais moi pour l'industrie et, comme je disais, pour la communauté également. Bon. Parce qu'en réalité, au 31 décembre 2018, la Chambre de la sécurité financière comptait à peu près de 32 000 membres, dont 12 600 étaient âgés de 40 ans et moins. Ouais, ça, je ne savais même pas. Bel job pour la oui, bien, dans le Canada français de la dernière édition, texte de Stéphanie McFarlane. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, parce que souvent, on dit, OK, le gars, il est top 3 dans les 40 ans et moins, mais 40 ans et moins, il en a combien? Bien là, on sait qu'il y en a à peu près 12 600. Tout à fait. Que je ne savais même pas, c'est pour ça que je dis c'est quand même beau bien. Travail de la journaliste. Comment on reçoit un prix comme celui-là? Une belle tape dans le dos. on reçoit... moi, je fais mon travail, je fais ce que je pense qui est bon pour l'industrie, je fais ce que je crois qui est nécessaire pour l'industrie. Je suis un passionné. Je pense que dans la vie, tout court, d'être une passion de quelque chose, ça se remarque, mais de le recevoir, c'est une belle marque de l'industrie. Là. Parce que c'est pas souvent on voit top 1, puis c'est souvent les ventes. C'est même pas les ventes, là, c'est ton industrie qui te reconnaît en tant que qualité de leader, de bon conseiller. C'est complètement différent que mes ventes, ma production, qui est reconnue également ailleurs. Oui, mais là, c'est d'être reconnu par ses pairs. Ça a une autre signification, une autre valeur. Exact. Et pour moi, qui est encore plus grande. Là. Bon, en même temps, l'an dernier, vous aviez figuré parmi les 25 nouveaux leaders de l'assurance dans le journal de l'assurance. Ouais. Donc là aussi, c'est une forme de distinction. Tout à fait. Vous avez déjà participé aussi à d'autres concours dans le passé? Avec non. TC Média, peut-être, ou avec d'autres types d'organisations? Ou bref, je ne sais pas, quand vous étiez dans votre jeune âge ou en début de carrière, est-ce que vous pensiez peut-être soumettre votre candidature? Est-ce que c'était important de le faire pour vous? J'avais quelqu'un qui avait déjà dit « des concours, c'est bon, peut-être devrait être là-dedans, at large. » Mais là, 10, 12, 13 ans peut-être, là. Puis non, ça a tout simplement comme apparu récemment que ça a donné. J'ai reçu le formulaire, puis on a postulé. Au sortir de l'école, est-ce que c'était clair pour vous que vous étiez dans la direction dans la grande famille des services financiers? Non. Non? Non. Ça a commencé quand j'ai commencé en 2001. Un peu le pourquoi c'est que la firme que j'ai commencée payait mes cours à l'université. Ça aide un peu. Et là, tu as 19 ans quand je commence, puis je sais que je veux travailler en finance, plus même dans les chiffres, en administration, mais ils payent mes cours à l'université. On va s'en aller là-dedans. Puis, fil en aiguille, la première année, tu ne sais pas ce que tu fais ce qu'on t'a montré de faire. Ouais. Puis, tu sais, de me dire où quelqu'un m'aurait dit, oui, tu vas être top 25, tu vas être top. Écoute, moi, mes parents sont pas en entreprise. Puis, de ce que je suis aujourd'hui,
Ça n'a pas été mis sur un objectif d'un board, puis je veux devenir ça. Mais l'élément déclencheur, c'était le fait que la boîte payait les cours. Est-ce que c'est ça qui a été l'argument pour dire, bien, finalement, je vais rester, il me paye mes cours? Initialement, c'était vraiment ça. Il rembourse mes cours à l'université, fait on va l'essayer. On va l'essayer si je vais avoir des cours remboursés. Fait que c'était vraiment ça qui m'a fait commencer en 2001 dans l'industrie quand j'avais 20 ans. Bon. Et ça prend combien de temps être formé? Parce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation quand même assez serrée. Ça l'a changé aujourd'hui, effectivement, Plus, pour pallier au manque de formation globale, puis pour un accès un petit peu plus facile. Donc, c'est rendu vraiment un cours qui se donne soit à distance, soit à un cégep. Moi, c'était à l'époque, c'était pas ça. Il fallait au minimum une attestation d'études collégiales. Ouais. J'avais ma technique en administration. Puis après ça, on allait passer des examens à l'Autorité des marchés financiers. Et là, un coup que les examens étaient faits, on avait, je pense qu'il y en a 5 ou 6, puis, ou moi j'avais 5 ou 6 à l'époque. C'est dans ce même jour-là, puis là, tu passes tes examens. Tu acquiers tes permis de vente à ce moment-là, puis là, tu maintiens avec des unités de formation continue, tu te maintiens à jour, puis c'est ça. Je suis là depuis janvier 2001. Bon. Qu'est-ce qui fait que, oui, on commence dans ce domaine à l'âge de 19-20 ans, on comprend que, bon, on sort de l'école et finalement, l'entreprise nous paie nos cours, mais quelques années plus tard, pas beaucoup, à partir de 2006, vous avez songé à fonder votre propre entreprise? Oui, effectivement. Mon but était d'offrir tous les produits disponibles ou disponibles à ma possession pour l'offrir le plus large possible, parce que quand j'avais commencé, j'étais pour un assureur, donc les produits de cet assureur-là uniquement. Et une année, tu dis, non, moi, dans la vie, c'est aider mon client, c'est de guider mon client qui est important. Je suis indépendant, donc j'ai créé mon indépendance, j'ai créé mon entité, donc oui, j'ai créé Finexia, mon incorporation, pour être cabinet, donc m'approprier des contrats avec chacun des assureurs et d'offrir l'offre plus grande puis en placement également. Bon, moi, je ne connais pas l'industrie, mais dans ce domaine-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui, comme vous, à un certain moment, ou même assez jeunes, de faire le choix de se lancer, de créer son propre cabinet, parce que certains peuvent très bien travailler pour une entreprise pendant toute leur carrière, même à la limite. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à 26 ans, on décide, bon, finalement, ça fait 6 ans que je suis dans le domaine, puis je vais partir ma boîte. Est-ce que c'était pas risqué? Est-ce que... Tu as toujours la naïveté de la jeunesse, peut-être, un peu à travers ça. Moi, c'est sûr, dans la vie, tout le temps, des déclencheurs. Tu sais, dans mon cas, c'est quand j'ai vu un client que j'ai vu son rapport d'impôt, puis que l'autre, il y avait un avantage intéressant fiscal d'avoir une incorporation. Ça l'a aidé un petit peu également aussi à travers ça. Le choix d'offrir l'indépendance, ça, c'était mon point 1, je n'ai parlé. Mais après ça, tu as d'autres impacts, puis là, tu regardes, tu vois des circonstances, puis tu fais... Colin, va créer ma boîte. Et quand on devient son propre patron, qu'est-ce qu'on apprend dans les premières années? Est-ce qu'il y a des embûches, des choses non prévues? On règle des problèmes. On trouve des solutions. Fait que je pense que notre job en tant qu'entrepreneur, tout entrepreneur tout court, c'est toujours de trouver une solution à faire. Tu sais, j'ai engagé une deuxième personne directe cette année. C'est un risque, là. C'est moi qui la paye, là. Tu sais, puis tu as 600 employés. Faut que tu les payes, ces 600-là, fait que ces 600 personnes-là. Fait que c'est tout le temps ce risque-là, mais dans un but, tu dis, écoute, bien là, je grossis, j'ai des références, mais je veux donner du service, donc je vais embaucher pour donner encore meilleur à ma clientèle. Fait que, tu sais, je pense que ça va de fil en aiguille, puis, bien, c'est ça. Avec le temps, bien, les gens me recommandent, me réfèrent, puis, bien, on grossit. Mais, tu sais, je pense qu'on... Il y en a qui disent qu'on l'est initialement. Moi, je pense qu'on devient entrepreneur. Il y en a qui ont la fibre, il y en a qui ont... On peut le devenir aussi, on peut la développer. Il y en a qui sont nés là-dedans. Dans mon cas, moi, je peux vraiment dire que je l'ai développé. Bon. Vous avez aussi fait partie récemment d'un comité de la Chambre de la sécurité financière pour refaire les profils de compétences de la profession. Ça consistait en quoi? Ça, c'était... on était 10, c'était ce qui était le fun. Puis il y a 4 grands champs d'expertise dans notre profession. Il y a le côté assurance collective, il y a le côté placement, puis il y a les plans de bourse-études. Donc, on était 10 qui touchaient ces 4 champs-là. Donc, encore là, on est sur les 32 000. Ils m'ont demandé de siéger. Fait que l'année passée, écoute, j'ai été super choyé, privilégié. Et le profil, donc, on prend une définition, que ce soit un avocat, un notaire, un comptable. Bref, on a un profil, on a une exigence. Et là, on a refait. Donc, on avait un animateur qui est spécialisé, bien entendu, parce que c'est pas nous qui le sommes pas du tout. Nous, on est sur le plancher, on est dans le champ à ce niveau-là. On le travaille. Mais
nous poser les questions et d'approcher. Et là, ça va sortir sous peu de le travail qu'on a fait, ces 10-là. Et ça a été vraiment passionnant. Donc, ça a été vraiment plusieurs rencontres de cheminement, de réflexion, de discussion, de communication pour arriver. Fait que non, ça, c'était une superbe belle expérience. Bon, vous avez aussi cofondé la division Rive-Sud Montréal du regroupement des jeunes courtiers du Québec. En quoi c'était important de créer cette division-là? Elle existait à Québec, c'est important de le dire, fait, à ce moment-là. Et je trouvais important de le ramener dans le grand centre de Montréal, de Rive-Sud Montréal. Pourquoi? C'est parce que l'industrie est individualiste. De travailler ensemble, souvent, c'est un travailleur autonome. Il travaille de chez lui. Les boîtes se sont faites se sont éclatées versus jadis. Là, dans le temps, le monde fonctionnait directement chez le placement, chez l'assureur. Là, il y a eu des grossistes entre deux. Puis là, on est tous séparés. Fait que de travailler ensemble, ça devient très difficile. On est tous individuels. Et de dire, bien, écoute, le regroupement fait en sorte que on va se tenir, même si on travaille, on est travailleur autonome ou peu importe, bien, le but, c'est de s'unir, c'est de s'unifier, c'est de s'aider, c'est de s'entraider, surtout en tant que jeune. Et en tant qu'indépendant, bien, notre compétition, bien entendu, c'est les institutions financières. Donc, comment qu'on arrive à compétitionner avec ces machines qui ont de l'argent en marketing, comment qu'on réussit à se différencier pour faire notre place et aider le client à ce moment-là. Donc, au lieu d'être seul, bien, on a rassemblé les jeunes, le regroupement des jeunes courtiers. Bon, donc, on devient conseiller financier, on fonde sa propre entreprise. En plus, on s'implique dans l'industrie, comme on le voit. Et sur le plan social, donc, vous assumez aussi la présidence de la Fondation Richelieu Saint-Jean. J'ai été mal cité dans le journal. J'étais président de la Fondation. C'est terminé maintenant? Le mandat est terminé? Depuis juin 2018. Mais oui, effectivement, j'étais dessus en 2018. Et qu'est-ce que c'était comme implication? Pour l'instant, la Fondation, elle avait un droit de recueillir des sommes et de la conserver, de conserver ces sommes-là pour un projet 10 ans plus tard. Donc, moi, j'ai quitté parce que, bon, on s'en parlait dans l'entrée de jeu, j'ai une petite fille qui est rendue à 2 ans, donc la vie familiale a remplacé un petit peu le bénévolat, mais principalement, c'était des levées de fonds. Donc, à court terme, la Fondation, c'est vraiment de recueillir. Le but, c'est la continuité du Club Richelieu qui est connu dans Saint-Jean. Donc, le but de la Fondation, c'est continuer à pouvoir redonner justement à la communauté, à l'enfance malheureuse de la région. Donc, c'est le but premier de la Fondation. Bon, dernière question, plus large. Est-ce que les gens ont une bonne planification financière et sont-ils bien assurés? Au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont assurés versus le reste du Canada parce qu'on a beaucoup d'avantages sociaux au niveau du travail. Mais par contre, est-ce qu'on est bien assuré? Non. Ça, c'est sûr et certain. On est sous-assuré, bien entendu. On déteste le mot assurance, donc on va se tenir loin. Aussi, également, on a de la misère à faire l'effet. Les gens m'appellent, puis je veux le meilleur prix. Mais dans notre domaine, c'est l'humain qu'on assure. On n'assure pas une voiture ou une maison. C'est qu'on peut appeler et potentiellement peut-être magasiner les mêmes choses pour un prix. Nous, bien, fumes-tu, es-tu en bonne santé? Fait qu'on va chercher un petit peu un petit peu plus loin. Ça devient un petit peu plus complexe. Fait que non, on est sous-assuré. Côté retraite, effectivement, là, on les voit partout. Le coût de vie est difficile, mais à la base, et là, c'est là que ça me fait sourire un peu quand je vois des statistiques dans mon domaine de budget, les gens qui font des budgets et ou qui ont une planification. C'est drôle. J'ai pas les mêmes gens en sondage que j'ai dans mes bureaux. C'est sûr, certains, les gens ont besoin d'aide. Les gens, souvent, ils ont peur, ils ont la crainte de venir se confier. Notre job, c'est ça. Notre job, c'est de les aider. Notre job, c'est de les écouter, c'est de poser des questions. Puis, bien oui, tu as des dettes. Puis oui, c'est normal, mais comment t'en défaire? Quoi ci, quoi ça? Fait que, tu sais, oui, aller voir un conseiller qui a le temps. C'est ça, je vais prôner pour ma paroisse d'aller voir un indépendant. On a du temps à ce moment-là. On a notre propre temps qu'on peut consacrer à chacun de nos clients. Fait que, oui, effectivement, les gens ont besoin d'aide à ce niveau-là. Francis Frappier, merci beaucoup, puis félicitations encore une fois. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de développement social. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air, mais attention, là, en Montgolfière. Oui, avec Martin Unsworth de Montréal-Montgolfière.
Écoute, ça fait 3 semaines que je cours après Robert Kraft. Es-tu où? Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Ce service était connu depuis fort longtemps comme étant le service des loisirs et des bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu. On l'a un peu rebaptisé ces dernières semaines. Service de la culture, du développement social et du loisir avec nous. Son même directeur, Mario Bastien. On n'a pas changé de directeur. Bonsoir. Effectivement, on n'a pas changé de directeur, mais on a élargi un petit peu la vocation du service des loisirs et bibliothèques, le service traditionnel. Bon, en quoi le développement social, est-ce qu'il était un peu par défaut, c'était déjà le service des loisirs qui s'en occupait un peu? On vient un peu officialiser quelque chose qu'on faisait d'officieux. C'est un peu ça? Non, c'est plus que ça, à vrai dire. C'est plus que ça. On n'a pas juste changé le nom, à vrai dire. On a vraiment élargi et le Conseil de ville a adopté l'intention de se préoccuper du développement social de façon claire. Par le passé, puis peut-être de manière historique ou empirique, depuis la fusion des villes, la ville, en matière de développement social, n'avait pas pris position en disant « on veut s'en occuper ». Mais chaque fois qu'il y avait une cause qui touchait les enfants malades, les personnes handicapées, les itinérants, la Ville disait tout le temps, cette cause-là m'intéresse. Sauf, il y a une cause, on va l'aider, puis c'était tout à fait justifié et correct. Ouais. Mais jamais la Ville ne s'était positionnée en disant, oui, ça devient une préoccupation municipale, le développement social, la santé, les services sociaux. Mais ceci dit, ce n'est pas une responsabilité municipale. Ouais, de là a été l'hésitation. Ouais. Ce n'est pas une responsabilité municipale, c'est une responsabilité de contribuer à la réflexion collective avec le C3S, avec les 70 organismes communautaires, d'être présent avec eux. Parce que lorsqu'on n'est pas là en amont, on va prendre les problèmes en aval. On va ramasser les problèmes. Les problèmes d'itinérance, les problèmes de tag des jeunes qui peuvent faire dans les rues, les problèmes de santé mentale des gens qui viennent dans les bibliothèques Adélard-Berger, ce sont tous des problèmes qui existent dans les communautés. Là, je pourrais vous nommer la pauvreté, le logement social, je pourrais tous les nommer. Ce sont des préoccupations qui dépassent le niveau municipal, mais la municipalité se doit d'être partie prenante. Pourquoi? C'est que demain, si on ne travaille pas aujourd'hui sur les problèmes, demain, on va simplement tenter de corriger des problèmes avec la police. Ça va être des interventions de correction. Prenons l'itinérance, on va les prendre quand on va sortir. Mais quand on sort quelqu'un de la rue en itinérance, c'est les policiers qui le prennent en charge. Les policiers, leur rôle, ce n'est pas des intervenants sociaux, ce n'est pas de mobiliser toute la communauté. Ouais. C'est notre rôle à nous. On le faisait déjà en partie, mais on vient de formaliser, suite à des demandes répétées des organismes communautaires, de pouvoir s'occuper réellement et de façon tangible de développement social. Parce que la Ville ou les villes en général ont souvent des relations avec les organismes à but non lucratif. On voit souvent le bottin des organismes. À chaque année, il y a une kyrielle de subventions qui sont accordées à ces organismes-là. Un 1 000 ici, un 5 000 là, un 10 000 là, un 20 000 là, un 200 là. Donc, il y a quand même un budget important qui est alloué à ces organismes-là, même si, légalement parlant, la Ville est là pour offrir des services aux citoyens. On paie des taxes pour payer les policiers, les pompiers, ramasser des ordures, avoir des piscines ou des bibliothèques. Donc la Ville n'a pas l'obligation de donner 2 000 à l'organisme XYZ, mais on le fait quand même. Tout à fait. Les champs de compétences qui ont été dictés dans la loi sur les cités et villes ne précisent pas le développement social parce que c'est vraiment du ressort du provincial. À juste raison, le gouvernement fédéral, les gouvernements fédéral et provincial financent jusqu'à 75 % l'ensemble des budgets du développement social. Donc, nous autres, notre contribution financière représente moins de 1 %. Donc, on est un contributeur. Ce qu'on veut, c'est d'être présent dans le domaine du développement social avec les partenaires, travailler en partenariat avec l'ensemble des organismes, avec les tables de concertation à l'égard des aînés, à l'égard des personnes handicapées, à l'égard de la déficience intellectuelle, l'ensemble des tables de concertation, qu'on soit là, qu'on soit partie prenante des discussions, des dossiers,
pour travailler les problématiques en amont et non pas juste arriver quand les problèmes sont là. En quoi ça impacte votre service, cette réorganisation? Est-ce que vous avez des ressources supplémentaires? Bon, on comprend que vous avez changé le nom du service, mais en quoi, dans la gestion quotidienne, ça vient changer un peu les opérations du service? Dans les opérations, ça ne change pas beaucoup. Il y a une ressource supplémentaire, une personne, un conseiller qu'on s'apprête à embaucher sous peu. Le conseiller va travailler avec les tables. On aura une ressource parce qu'on n'avait plus le temps d'aller s'asseoir avec les tables de concertation, travailler avec eux, comprendre les besoins, ramener et souvent de faire en sorte que l'organisation municipale soit préoccupée par leurs enjeux. Les organismes voulaient être reconnus par nous, ce qu'on vient de faire. Ils voulaient obtenir des services de notre part, ce que nous allons faire. Et ils veulent qu'on soit partie prenante en partenariat avec eux dans les préoccupations sociales. Donc, on sera là. Ça vient changer pas beaucoup. C'est une ressource qui se rajoute, mais c'est une ressource importante parce que le milieu communautaire attend l'implication de la Ville depuis au moins 10 ans. Et dans les 15 plus grandes villes du Québec, nous étions la seule ville qui n'avions pas reconnu l'importance de notre rôle dans le développement social. Quand même. Oui. Mais ça, il y a une question que j'ai souvent posée quand j'ai fait des reportages à l'extérieur auprès d'organismes à but non lucratif. Puis je sais que c'est une question catastrophe, mais je la posais quand même. Demain matin, la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean n'existe plus. C'est quoi l'impact dans la communauté? Il y a des impacts importants. C'est incroyable, là. Tous les vendredis, je vois qu'il y a des files d'attente de plusieurs dizaines de personnes. C'est ça, les organismes de développement social, c'est l'aide à la personne. C'est diminuer les écarts qu'il y a entre les différents niveaux de richesse. C'est d'aller prendre les personnes démunies et de leur donner un minimum de services. La communauté ne pourrait pas bien survivre si les organismes communautaires disparaissaient. Ils sont essentiels, ce sont des services essentiels. Allez voir, on donne 60 000 par année à la Saint-Vincent-de-Paul. Allez voir les miracles qu'ils font avec 60 000, comment ils réussissent à récupérer des sous à gauche et à droite, de la bouffe qui provient des épiceries. Ils font des miracles pour servir des personnes à raison de quelques centaines par semaine. Ils viennent chercher un sac, 2 sacs, 3 sacs d'épicerie parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger. C'est dramatique. Et donc, s'il n'existait pas, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir une croissance de la criminalité. Oui, il y aurait des croissances de la criminalité. Si on va dans ce sens-là, tous les problèmes de santé mentale qui sont dans le Vieux-Saint-Jean, c'est un secteur, il y a une concentration. Il faut se rappeler que la ville de Saint-Jean est une ville-centre dans sa région. Nécessairement, les gens qui ont besoin de services spécialisés qui proviennent de la région vont aboutir chez nous. Oui, il y a des problèmes de santé mentale, des problèmes de tags dans les rues qu'il peut y avoir, des problèmes d'itinérance. On les voit déjà dans la bibliothèque Adélard Berger qui est dans le Vieux-Saint-Jean. On voit ces problèmes-là tous les jours. Il y a ça, c'est souvent hallucinant quand on regarde les bilans des organisations à but non lucratif. C'est les milliers d'heures de bénévolat qui sont produits. Si on met ça minimalement à 12 ou à 15 de l'heure, c'est incroyable. C'est des millions de dollars au Québec et c'est pas plus. Les organismes communautaires offrent par année 232 000 heures de bénévolat par année. 232 000 heures de bénévolat, c'est pas banal, là. Ils sont 434 employés qui travaillent pour les organismes. Et ce ne sont pas des emplois qui sont extrêmement bien rémunérés pour la plupart. Ce sont des emplois dans la communauté. C'est extrêmement important. Ils représentent 37 des organismes qu'on reconnaît présentement ont un budget à eux de 18 millions de dollars. Ce qui n'est pas banal, c'est des gros budgets. Mais ils donnent, ils font des miracles. Puis ça, c'est des peanuts, là. C'est des petits montants pour faire tout ce qu'ils réussissent à faire. C'est impressionnant. Là-dedans, on va inclure, on parlait de la Saint-Vincent-de-Paul, le Centre de partage Joannelle, le Carrefour Jeunesse Emploi, les alcooliques anonymes. Il offre aussi, ce pas des emplois, mais il offre aussi des services à la communauté. Il y en a 37 qu'on reconnaît à ce jour, puis il en reste peut-être 23, 24 supplémentaires qui sont sur le point de venir nous voir. Bon, et là, vous allez travailler en 2020-2021 sur une politique de développement, une nouvelle politique? Effectivement. La politique de développement social sur laquelle on va travailler a pour but de dire quels sont les créneaux au niveau du développement social qu'on veut favoriser. Est-ce que c'est le logement social? Est-ce que c'est un créneau qu'on doit se préoccuper particulièrement ou si on doit travailler davantage sur l'itinérance? Lesquels? Parce que des causes, il y a autant de causes que d'organismes. On a 80 organismes, il y a 80 causes potentielles, lesquelles on veut épouser, puis sur lesquelles on veut mettre de l'énergie, avec lesquelles. Est-ce que ce sont des centres de répit pour les personnes, pour les familles qui ont des enfants handicapés à la maison? Est-ce que ce sont des centres de répit pour les femmes battues? Est-ce que c'est un centre d'hébergement pour les hommes battus, parce qu'il y en a aussi des gens violentés? On a 1000 causes. La politique de développement social va nous amener, comme ville, à dire où est-ce que l'on veut mettre notre énergie et les ressources qu'on veut mettre. Bon. Donc, tout ceci s'est mis en place. Donc, on a changé le nom du service, une ressource additionnelle. Bref, là, maintenant, on sait qu'officiellement,
Vous êtes en charge de ce volet-là. Tout à fait, c'est officiel. Je rencontrais un organisme communautaire il y a la semaine avant qu'on change de nom. Puis il me pose la question, le président, en me disant « Pourquoi est-ce qu'on est au service des loisirs? » Puis sa raison était fort pertinente, puis ça me faisait sourire parce qu'on allait changer de nom. J'ai dit « Vous êtes juste mieux servi au plan social que si vous étiez au service des travaux publics. C'est juste... » Puis ils font une très belle job, mais ce n'est pas leur domaine numéro un. C'est associé Le développement social est associé au loisir. Le loisir était peut-être le tronc commun de base de nos services. On a ajouté les bibliothèques, on a ajouté la culture. Maintenant, on ajoute le développement social avec une préoccupation citoyenne pour aplaner peut-être les différences de richesse, les difficultés que les gens ont, puis être capable de faire cheminer une communauté vers une meilleure santé collective. Et là, évidemment, vous poursuivez bien sûr vos activités au niveau des loisirs et des bibliothèques. Des loisirs de bibliothèques avec beaucoup de projets. On a toujours des projets de bibliothèque à Adélard-Berger qui vont grandir. Vous vous êtes fait jouer un petit tour avec les soumissions? Ah oui, on s'est fait jouer un grand tour avec les soumissions. Regardez, on a eu une seule soumission sur un projet où on s'attendait à en avoir peut-être une dizaine. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu des montants exorbitants qui ont été... un montant exorbitant pour la bibliothèque qui a été pour les deux bibliothèques, Adélard-Berger et l'Acadie. Qui était hors proportion par rapport à ce qui était budgété. Il était quasiment le double de ce qu'on avait budgété, oui. On avait budgété des grands montants. C'était 4,3 millions que le projet devait valoir, puis c'est sorti à 7,9 millions en termes d'appel d'offres. On a rejeté simplement ça et on retournera dans un avenir prochain avec des stratégies, mais le projet demeure le même, autant pour l'Acadie que pour Adélard-Berger. Le projet demeure le même, c'est-à-dire de mettre nos bibliothèques à niveau après 40 ans. Donc, le message à passer aux entrepreneurs, c'est que si vous mettez le bon montant sur la soumission, vous avez peut-être la chance d'avoir le contrat. Ça va aider un peu. C'est un montant public actuellement parce qu'on avait déjà fait le règlement d'emprunt. On ne divulgue pas toujours nos stratégies, mais dans celui-là, c'est dit. Et à 7,9 millions qui peuvent s'essayer, mais on n'ira pas. Ça ne marchera pas. Mario Bastien, merci. Merci, Eric. Restez avec nous au retour. On vous présente le Babillard quotidien. C'est encore le moment de commander vos jonquilles au profit de la Société canadienne du cancer, ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez les informations à l'écran pour contacter le responsable, le bénévole vendeur Fernand Paradis. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville à ne pas manquer et le Télébingo, tous les dimanches matins, 9h30 en direct, avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.